La gestion aussi des populations. Rachid Boufous, j'aimerais bien vous interpeller sur cette gestion-là des différents appareils de l'État, comme je le disais tout à l'heure, avec bien sûr cette présence des forces armées royales sur le terrain suite aux hautes instructions royales. 108 000 personnes évacuées. C'est quand même un record, Rachid Boufous. Qu'est-ce que cela dit? Et pour beaucoup, de manière, c'est-à-dire dès que les autorités ont appelé à évacuer les maisons, et ça s'est fait en deux tranches, d'abord par la partie qui était inondable parce qu'elle est mal construite, on en reparlera après, et puis le reste de la ville d'Ours el-Kbir, les gens ont quitté leur maison. Quel message par rapport à la culture d'abord du risque chez les Marocains et surtout la confiance dans la parole publique, Rachid Boufous? Écoutez, tout d'abord, je voudrais apporter mon soutien et rendre hommage aux diverses forces de sécurité, et diverses autorités civiles et militaires. À leur tête les forces armées royales, mais aussi les forces auxiliaires, la police, la gendarmerie, la protection civile, mais aussi tout le corps de l'administration territoriale, à savoir les gouverneurs, les ouali, les qaïds, pacha, etc. et muqaddam. Parce qu'on a vu durant ces derniers jours un travail remarquable de toutes ces autorités, une véritable coordination. Ce n'est pas facile de faire migrer en plusieurs étapes une ville qui contient à peu près 120 000 habitants. On l'a fait d'abord dans un premier temps en disant que les gens pouvaient rester, mais comme quand le risque est devenu vraiment trop fort, on a préféré évacuer l'ensemble des populations. Et ces 108 000 personnes, ce n'est pas simplement sur l'Arèche, c'est sur 4 provinces. Exact. Il y a eu 108 000 en totalité, mais il y a eu 81 000 sur la province de l'Arèche, dont 85% que sur Qasr el-Kbir. Il y a eu à Sidi Qasim 9 700 personnes qui ont été évacuées, à Sidi Slimane 2 853 personnes. Et on parle de Sidi Qasim, la province. C'est ça. Et à Kenitra, 14 000 personnes. Tout ça, ça correspond à des populations qui sont dans des douars, dans des tchora, vraiment dans un habitat très émietté, très éparse, étalé sur un territoire immense, sur un immense bassin qui contient deux immenses fleuves, le fleuve Loukos et fleuve Sbou. Donc c'est pour que les autorités puissent intervenir d'ailleurs dans plusieurs points, c'est une véritable gageure. C'est vraiment, ça dénote aujourd'hui de la capacité de toutes ces forces publiques. Déjà, ce n'est pas facile de pouvoir travailler déjà de concert, toutes en même temps, d'accord? Oui. Elles le réussissent très bien, mais pas simplement de pouvoir évacuer les gens, mais aussi d'apporter un support logistique, parce qu'il faut quand même évacuer toutes ces personnes-là qui ne sont pas motorisées, donc il faut ramener des véhicules, il faut régler tout ce problème de circulation vers les centres. Et je rends hommage aussi au chemin de fer qui ont offert justement ce transport gratuit, notamment vers Kenitra et vers Tanger, mais aussi les transporteurs, notamment les taxi drivers qui ont justement offert donc de transporter gratuitement et gracieusement les gens. Je ne dirais pas la même chose de tous les gens qui sont aujourd'hui, qui essaient de profiter, qui ont essayé de profiter de cette détresse, notamment les marchands de sommeil, quand les gens sont partis à l'Arèche, sont partis dans d'autres villes, on leur a loué à des prix exorbitants les nuitées. Je trouve que cela, c'est honteux, et je demande vraiment aux autorités marocaines, notamment à l'État, au gouvernement marocain, à ce qu'ils puissent réserver une enveloppe d'indemnisation de ces gens qui ont quitté leurs biens, qui ont quitté leur maison, qui ont quitté aussi leur bétail. D'accord? Et parce qu'encore une fois, ce n'est pas leur responsabilité de vivre dans ces endroits. On les a autorisés à y Donc vivre. ce que vous dites, c'est qu'il faut déclarer la ville d'Ours el-Kbir comme zone sinistrée et garantir à ses habitants touchés par les crues soudaines l'accès, si vous le permettez, à cette indemnisation spéciale versée par le Fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles, et ce, comme le stipule la loi 110/14. Tout à fait, il faut déclarer l'état d'urgence donc de catastrophe naturelle pour qu'on puisse enclencher justement ce fonds d'indemnisation avec les assurances, donc pour permettre aux gens d'être indemnisés, ne serait-ce qu'un minimum, mais de toutes les façons, les Marocains ont démontré leur solidarité avec la population du Gharb. Il faut que l'État leur vienne en aide. Maintenant, il est venu en aide par rapport au secours. Il faut aussi accompagner les gens après
que cette catastrophe soit passée, parce qu'encore une fois, ça va laisser un choc chez les gens, parce que c'est la première fois où on évacue carrément une ville en totalité au Maroc de cette taille. Ça laisse des traces, ça laisse des traces psychologiques. Il doit y avoir un accompagnement de ces populations et pas simplement financier. Oui, mais c'est financier et c'est cette stratégie nationale de gestion des risques de catastrophes naturelles 2020-2030. Les données aussi fournies par les responsables pour éviter de tels scénarios. Nous sommes toujours face à ces catastrophes naturelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis remonté un peu dans le temps. Nous avons globalement une inondation importante, au moins importante tous les 7 à 10 ans, et nous avons un séisme plus ou moins important tous les 20 ans. Donc ce qui fait le risque est là. Nous sommes un pays qui est soumis à des catastrophes naturelles de manière récurrente. Maintenant, on s'oublie vite parce que vous avez rappelé les fameuses inondations de 1963 où vraiment la ville d'Aqsa al-Kbir, qui s'appelait Qasr Ktama avant, a été vraiment sous l'eau. Le président de la commune et les notables de la région avaient sollicité Sa Majesté Hassan II pour qu'il construise justement ce barrage. Il a accédé à leur demande. Ce barrage a été fonctionnel. Bon, il est rentré en fonction en 1979. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est oublié. On s'est dit, le barrage est là. Il nous a protégés contre les inondations. Ben, on peut continuer à construire. Sauf qu'on a construit dans le lit du fleuve, ce qui est totalement interdit, ce qui est totalement illogique. Non, mais on ne parle pas de toute la ville, là. Il s'agit d'une partie de la ville. Pourquoi on explique la ville? Parce qu'il y a les Reich aussi, on a d'autres villes, il y a Tiaounat, on a vu les images aussi de glissement de terrain. La ville d'Aqsa al-Kbir est située sur 2 plateaux à différentes altitudes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, que quand les Espagnols prennent la possession de la ville au début du XXe siècle, ils construisent ce qu'ils appellent leur grande caserne sur le monticule, le plateau supérieur. Et ce qui fait qu'il était hors inondation. Mais la ville après se construit sur le plateau inférieur qui était dans le lit majeur du fleuve. Moi, je me suis amusé à remonter dans l'histoire, parce que c'est un petit peu ma spécialité aussi. J'écris sur l'histoire du Maroc, à remonter sur l'histoire des villes romaines au Maroc. Et ce que j'ai remarqué est extraordinaire. Toutes les villes marocaines, c'est-à-dire que ce soit Tamouda, que ce soit Lixus, L'Arish, que ce soit Banassa à côté de Msrab al-Qsari, que ce soit Tamouzida, etc., ou Salé, Chella, toutes ont été construites à une altitude importante. On prend le cas le plus proche d'Aqsa al-Kbir, à savoir Banassa. Sidi Ali Boujnoun, aujourd'hui, qui est à 17 km donc à l'ouest de Aqsa al-Kbir, il a été construit sur un monticule à 20 mètres donc de la plaine inondable, et les Romains ont toujours construit ces villes sur le bras, sur la partie gauche, la rive gauche de l'ouest, à une altitude importante. Ils ont laissé l'eau s'exprimer, ne sont jamais venus la contenir, soit avec des digues, soit avec des barrages, soit avec des choses, mais ils ont laissé vraiment la nature faire mais se sont protégés. Parce que par exemple pour Banassa, quand j'ai mesuré la dernière trace de la ville, elle a plus de 100 mètres du franc-bord du fleuve, alors qu'aujourd'hui nous avons dans la loi sur l'eau le domaine hydraulique où on ne peut pas construire. Il est juste à 6 mètres sur ces grands fleuves. Donc, mais la reddition des comptes, puisque vous remontez dans l'histoire, Rachid Bouffouz, cette reddition des comptes, de comment on a dessiné la ville, il faut le dire, face à l'eau notamment, jusqu'où faut-il remonter? Alors, moi je dis qu'il y a beaucoup de spécialistes dans ce pays, il y en a même trop, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de sachants, beaucoup de choses, et très peu de gens qui lisent des rapports. Beaucoup de gens qui lisent l'histoire. Et notamment, il y a un grand rapport, et on oublie souvent dans ce pays, même parmi les décideurs de ce pays, on ne lit pas les fameux rapports de la Cour des comptes qui sont très bien faits encore une fois. Si on les étudie un petit peu, on verrait que dès 2016, déjà, un rapport de la Cour des comptes parlait de ces risques majeurs liés aux inondations et il pointait du doigt, déjà en 2016, qu'il y avait 450 000 personnes qui habitaient dans les lits majeurs des oueds. Je ne sais pas, je n'ai pas connaissance aujourd'hui qu'on les ait déplacés depuis 2016 et donc il y a encore un risque avec l'augmentation non seulement de la démographie, etc., qu'on est encore malheureusement à vivre des situations dramatiques dans le futur, parce qu'encore une fois,
on n'anticipe pas, on vit la situation et on adore faire dans ce pays un sport extraordinaire qui est la gestion de l'urgence. C'est de la réactivité à la place de la proactivité. Et on n'est jamais dans l'anticipation. Ce sont des choses qui doivent être étudiées sur 40 ans, sur 50 ans. Oui, mais si ça change vite, parce que là, c'est important. Non, parce que si on écoute le climatologue à votre droite, c'est Rachid, même si on anticipe, on n'anticipera pas aussi vite que comment les choses sont en train d'évoluer dans la nature. Changeant des lois. Quelle loi? La loi sur l'eau aujourd'hui, qui vous dit que sur le domaine hydraulique, vous n'avez pas le droit sur ces grands fleuves comme le Sebou, le Locos, de construire à moins de 6 mètres. Moi, je dis, il faut beaucoup plus. Il faut vraiment s'échapper de cela. Il faut interdire absolument toute construction dans les zones inondables, dans les merjas, dans les sbra, dans tout ce qu'aujourd'hui, la loi du littoral, dont on attend toujours le décret d'application 10 ans après sa sortie, qui définit vraiment des règles. Il faut des règles encore plus drastiques et il faut mettre même du pénal parce qu'encore une fois, c'est parce qu'on oublie. Les gens partent, les gens changent de poste. C'est pour ça que je dis qu'il faut remonter jusqu'à quand? Il faut une reddition des comptes. Ça je ne vais pas mettre à chaque fois, je ne suis pas dans un objectif d'incriminer qui que ce soit, mais je dis on peut démarrer déjà avec quelque chose de concret. D'accord. On peut aussi